C'est bon. C'est bon, vous m'entendez? Alors, Monsieur le Président académique de l'Université privée de Marrakech, Monsieur le coordonnateur général chargé des affaires académiques, Messieurs les responsables des différents programmes, chers collègues, chers étudiants, chers cliniciens, au nom de Monsieur Soufiane Chraïmi, responsable du programme FMG, je prends la parole pour vous souhaiter la plus cordiale et la plus chaleureuse des bienvenues à cette cérémonie de présentation de l'ouvrage de notre cher collègue, Monsieur le docteur Mohamed Darou. C'est également ma qualité de membre du comité scientifique de la clinique juridique de Marrakech que je m'exprime ici aujourd'hui, à l'effet, bien sûr, d'honorer Monsieur Laroual Mohamed. Et le contexte de cette activité, c'est simplement la présentation de son ouvrage intitulé « Droit de la procédure marocaine à la lumière de la loi, droit de la procédure pénale marocaine à la lumière de la loi 89-18, modifiant et complétant la loi 22-01 relative à la procédure pénale au Maroc ». La présentation de son ouvrage participe bien sûr à l'encouragement de la recherche au sein de l'université privée de Marrakech, l'un des axes fondamentaux privilégiés par cette université. Mais c'est aussi une manière d'honorer un professeur qui participe à la formation et à l'encadrement des étudiants, principalement les étudiants du programme Droit des affaires et ceux du programme Sciences politiques. Nous remercions les organisateurs de l'activité, notamment M. Jonathan Lobé, qui est aujourd'hui le modérateur et qui va nous présenter bien sûr une petite biographie sur M. Laroual. Nous remercions évidemment M. Soufiane Chraïmi, qui a bien voulu, comment dirais-je, donner son aval pour l'organisation de cette activité. Nous remercions le comité d'organisation, les responsables de la communication, n'est-ce pas, grâce à qui cette activité va se dérouler et connaîtra un franc succès. Je souhaite d'ores et déjà un plein succès à l'activité et Monsieur Jonathan, vous avez la parole. Très bien, merci beaucoup Monsieur Bibi. Bonjour à tout le monde. Très honoré d'être là aujourd'hui, une journée assez spéciale pour nous à l'UPM et précisément à l'FMG et notamment également à la clinique juridique de l'université qui co-organise cet événement. Une journée assez spéciale, voilà, parce que nous avons le bonheur de pouvoir donc participer à présenter l'ouvrage d'un professeur qui nous est très cher ici, à savoir le docteur Mohamed Laroual. Donc en une heure, on va essayer de pouvoir, dans un premier temps, certainement, peut-être comprendre un peu l'auteur, avoir un aperçu sur son parcours qui certainement nous donnera des indications sur l'ouvrage qu'il a commis. Et dans un deuxième temps, on va essayer d'entrer un peu plus en profondeur donc, et dans le fond de la problématique qu'il a souhaité aborder au travers de cet ouvrage-là. Mais avant, on va souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous suivent en ligne sur les réseaux. Merci de nous avoir rejoints. Essentiellement, après avoir écouté le professeur, on va avoir, parce qu'on la veut assez dynamique dans cette séance-là, on va essayer de répondre également à vos questions. Donc, n'hésitez pas tout au long de l'entretien, de l'échange, à prendre, n'est-ce pas, le soin de noter vos questions et sans aucun doute, on aura, n'est-ce pas, l'occasion de pouvoir les aborder. Donc, docteur Laroual, on va essayer de vous connaître, comme je vous le disais tantôt. Qui êtes-vous
quel est votre parcours académique et en quoi est-ce qu'on a déjà des indications sur le choix de carrière que vous avez fait qui a motivé notamment après, dans un certain sens, la commission de ce premier ouvrage. Bonjour tout le monde, merci de votre présence. Je remercie l'Université de Marrakech de son accueil et de son intérêt à mon modeste ouvrage. Qu'est-ce que je veux dire? Mon cursus universitaire, il est modeste. Licence en droit privé en français, les deux masters à l'université de Toulouse en France, et puis un doctorat de l'université de Toulouse-Capitole en sciences juridiques et criminelles que j'ai soutenu en 2015. Après l'équivalent de presque 12 ans en France, je voulais rentrer chez moi, au Maroc, et j'ai été recruté directement par l'université privée de Marrakech depuis. Aujourd'hui, je suis très heureux d'être ici et de participer au travail et de fournir assez d'efforts et d'enrichir aussi mes compétences dans le domaine du droit et surtout de la procédure pénale. Sachant qu'avant que je parte en France, j'ai un tout petit cursus dans la police judiciaire où j'ai eu la chance de passation dans le concours des inspecteurs à l'époque, etc. Mais je préférais toujours continuer mes recherches. C'est pourquoi je suis parti en France à l'époque. Et là, je suis là. Très bien. Donc, le parcours par la police, ça c'est assez inédit, je ne savais pas. Vous décidez de commettre votre tout premier ouvrage. Comme le professeur Rose l'a dit tout à l'heure, il porte sur le droit de la procédure pénale. Donc, il y a une copie là. N'hésitez pas à vous la procurer, on vous donnera les adresses par la suite. Et précisément, vous vous attaquez, ou alors peut-être pas s'attaquer, mais vous essayez de contribuer ici à un débat vraiment d'actualité, qui est celui du contexte en cours de la réforme globale du système judiciaire au Maroc. Et spécifiquement, vous vous attaquez à la question la question pénale. Et peut-être pour un commentaire personnel, parce que j'ai eu l'occasion d'avoir l'ouvrage un peu plus tôt et donc de le parcourir, il est pertinent et vraiment important pour deux raisons, à mon sens. La première raison, c'est celle qui a été évoquée tout à l'heure, le fait qu'il est d'actualité. Le Maroc essaie de s'arrimer ici à un certain nombre de standards internationaux, de pouvoir davantage rimer vers cet État-là qui fait la promotion des droits et des libertés et qui fait à ce respect-là. Mais deuxièmement, la plume que vous avez utilisée, la méthode employée qui permet à monsieur tout le monde, qu'il soit spécialiste du domaine ou alors curieux de ce qui se passe dans son pays, de pouvoir appréhender la question. J'allais vous demander en deuxième question, qu'est-ce qui vous a poussé? C'est quoi la problématique qui vous a poussé à vous lancer à la commission de cet ouvrage? Alors, je vais répondre en général, mais sur les questions en même temps. La chose qui m'a poussé tout d'abord à travailler sur le droit de la procédure pénale, c'est que jusqu'aujourd'hui, après la loi 2201, on ne trouve pas un code de procédure pénale marocain en langue française, malheureusement. Alors, du coup, je suis basé sur cette idée, sur quelques traductions qui sont non officielles, pour qu'on puisse passer à tout public. C'est vrai que la méthodologie utilisée dans l'élaboration de cet ouvrage est très simple. J'essaie d'utiliser des mots simples qui puissent atteindre un simple étudiant jusqu'à un professionnel. Alors du coup, l'idée est venue depuis 2010 à aujourd'hui. Il est toujours d'actualité, certes, essayer de mettre en œuvre un ouvrage, mais il reste toujours incomplet dans la mesure où en attendant aujourd'hui le vote de la nouvelle loi de la procédure pénale. Alors il est toujours en cuisine, il est toujours en élaboration, mais il ne va pas passer en œuvre, il ne va pas voir le jour. Je ne sais pas ceux qui suivent le champ du droit, on sait qu'il y a le code pénal aussi, il est en train d'être élaboré et de discuter au sein du Parlement. Alors pour qu'ils voient le jour de la procédure pénale, en attendant d'abord le code pénal de voir le jour.
c'est parmi les choses qui m'ont poussé à travailler sur le sujet. Si vous lisez, certes que j'ai manqué quelques éléments, c'est par négligence, certes, je n'avais pas assez de temps, mais il y a beaucoup de choses qui m'ont poussé à les faire sortir en 2020. Fantastique, très bien. Donc on va entrer dans le vif du sujet. On va donc essayer de comprendre au travers de votre regard et de l'analyse que vous avez menée. On va décortiquer donc, n'est-ce pas, le contenu de ce projet de loi, comme vous l'avez dit, qui n'est pas encore totalement adopté. Ça fait un moment maintenant, on va peut-être comprendre pourquoi. Quels sont les enjeux de la procédure pénale aujourd'hui au Maroc? On va essayer de comprendre qu'est-ce que ce projet de loi-là apporte au dispositif en cours. Voilà, donc n'hésitez pas, à vous la parole pour éclaircir seulement l'idée de ce nouveau projet de la procédure pénale. On sait que le projet est toujours en élaboration, il est au Parlement. Il est composé de 400 articles, est actuellement soumis au secrétariat général du gouvernement. Le ministère de la Justice et ses départements travaillent 2 jours par semaine pour essayer de finaliser la version finale définitive du texte. L'idée, c'est que plutôt l'idée de déterminer, d'essayer de le terminer en juillet prochain. On attend donc que ça arrive, puis de le programmer dans le circuit d'adoption du Conseil, du gouvernement et Parlement. Concernant la côté du buté, il est préférable de le discuter en même temps que le texte sur le code pénal, ce que je viens de dire tout à l'heure. Actuellement, à l'examen au niveau de la Commission de la Justice et de la législation de la Chambre des représentants, rappelons aussi que ce texte s'est inspiré notamment du discours du souverain et la Constitution aussi, des conventions internationales et relative aux droits de l'homme, etc., et de la lutte contre la torture, la criminalité, etc. Alors en attendant, je crois qu'on aura un texte vraiment complet dans la mesure où il va toucher plusieurs points sur lesquels on discutera. Très bien, donc entrons dans le vif du sujet, essayons de comprendre donc le fond de cette fameuse loi 89-18. Alors, concernant cette loi il vient pour modifier et compléter la loi 2201, mais surtout dans la mesure où il va essayer déjà il a essayé de modifier, je crois, jusqu'à 6 articles dans l'ancien code de la procédure pénale. Mais en général, pour donner seulement une idée globale, cette loi est venue pour faire face à une obligation qui a été de voir la mise en œuvre d'un budget spécial pour nourrir les personnes qui sont en garde à vue. Alors c'était seulement pour donner la lumière sur ce pays. Après, en attendant la nouvelle loi du code de la procédure pénale, et que ça va vraiment toucher plusieurs points, on discutera, si vous voulez, plus tard sur l'élément de la garde à vue, l'introduction du rôle de l'avocat qui va être élargi vraiment. Aussi, il va toucher la détention préventive, insérer aussi la bracelet électronique. Il y a vraiment beaucoup de choses à rajouter aussi dans la nouvelle loi qui va avoir le jour prochain. Si vous aviez peut-être un point de vue s'agissant déjà de la politique générale ou la politique applicable à la chose pénale au Maroc. Très bien, la politique pénale. Si vous voulez, l'idée est vraiment d'actualité aujourd'hui. On parle beaucoup de la politique pénale marocaine, mais on doit savoir que le vocabulaire de la politique pénale est apparu en 2000. C'est récent. Et il englobe les mesures prises par l'État pour la lutte et la prévention des crimes. Et il passe par 3 étapes, l'élaboration, l'exécution et l'évaluation. Alors, après l'indépendance du parquet du ministère de la Justice aujourd'hui, parce que c'est un sujet fameux, déjà c'est l'intitulé de ma thèse de doctorat, c'était l'indépendance de la justice au Maroc. On a essayé de parler
l'indépendance de cet organe, de ce pouvoir. Et si on suit l'actualité, on a vu que la nouvelle constitution de 2011, elle a vraiment consacré l'indépendance de la justice, dans la mesure où il ne parle plus d'une autorité. Aujourd'hui, on parle du pouvoir judiciaire, mais avant l'entrée en vigueur et avant l'arrivée de cette constitution de 2011, c'était seulement, on la traite comme autorité judiciaire. Alors, on s'est approuvé, elle est venue, elle a vu le jour. Il fallait passer à la deuxième étape, l'indépendance de la justice. On va parler de l'indépendance vis-à-vis de quoi? Parce qu'il est colonisé, non, c'est pas du sort, mais on parle d'une indépendance du pouvoir judiciaire des autres pouvoirs. Comment on va arriver à avoir cette indépendance? Et le chef du pouvoir judiciaire, c'est le président, c'est le ministre de la justice. Il fait partie du gouvernement. Vous voyez, il y a toujours un schéma qui lie l'un à l'autre. Mais comment on va y arriver? On a commencé tout d'abord par la séparation de l'organe, je ne veux pas dire le plus important, l'un il complète l'autre, mais la séparation du ministère public. La séparation du ministère public, aujourd'hui on parle d'une indépendance du parquet du ministère public. Alors comment ça, les règles commandant la politique pénale ont changé aujourd'hui, et l'exécution de cette politique est tombée dans l'escarcelle du président du parquet général. Le problème demeure au niveau de l'élaboration et l'évaluation de la politique pénale. Avant l'indépendance du parquet, c'était le ministère de la Justice qui s'est chargé de l'élaboration de la politique pénale. Et comme cette spécialité fait partie de la politique publique, cela signifie que c'est le gouvernement qui met en place la politique pénale. La Constitution rappelle souvent que le Conseil des ministres délibère la politique générale de l'État. C'est connu. Alors de plus, il faut que cela se déroule ainsi, puisque c'est le gouvernement qui sera interpellé par le Parlement. Quoi d'autre? On peut dire que ça fait partie aussi de l'opinion publique. Et à notre courant, il soutient aussi que c'est le gouvernement n'a pas le droit de s'en charger de l'élaboration de la politique pénale. Comment on va passer la tâche au ministère public? Alors ça, c'est vraiment quelque chose à dire relative à la politique pénale. Peut-être avant de passer à une autre question, j'allais vous demander, vous en tant que chercheur et auteur sur la question, quelle est votre opinion? Vous le disiez tout à l'heure, le président du parquet général rend compte au Parlement, alors que lui, appartenant au pouvoir judiciaire, et cette comptabilité-là devant le Parlement, il y a un flou s'agissant de la question de l'indépendance des pouvoirs. C'est quoi votre opinion sur ces questions? D'accord, alors l'opinion générale, l'opinion qui règne, c'est que la politique pénale doit être élaborée par le législateur. Alors, ce n'est pas un organe bien précis qui aura le monopole de mettre en place la politique pénale. Certes, on parle de l'élaboration, l'exécution c'est autre chose. Mais mon point de vue aujourd'hui, après la Constitution de 2011, je vois que le Maroc avance très bien dans cette démarche. Déjà, on est arrivé à consacrer une institution séparée du ministère de la Justice, c'est quelque chose de bien. En attendant l'entrée en vigueur, déjà le vote du code pénal, et il va le suivre le code de la procédure pénale, on aura beaucoup de choses qui vont voir le jour et qui sont vraiment très. Certainement, Inch'Allah. Alors, la procédure pénale, il y a plusieurs phases. On va peut-être commencer par les toutes premières. C'est quoi le statut juridique que le nouveau dispositif prévoit en termes, par exemple, de tout ce qui est garde à vue? Qu'est-ce qui est prévu notamment à ce niveau-là? Aujourd'hui, avec le nouveau projet de loi de la procédure pénale, on voit que la garde à vue sera mieux encadrée. D'accord. C'était pour expliquer l'idée de la garde à vue mieux encadrée. Les modifications apportées sur ce registre sont importantes. À l'avenir, sera procédé, si on fait une lecture de brouillon de la procédure pénale, il indique qu'il sera procédé à l'enregistrement par la voix et l'image. Des déclarations des interpellés. Au moment de l'interrogatoire aussi, tout sera consigné pour les cas des délits ou des crimes. Parce qu'on verra qu'il y aura une grande différence
très bien écrit. Et dans ce cas-là, on verra que c'est l'État qui va prendre en charge la restauration des interpellés. Actuellement, c'est la police de garde ou de famille dont le fait que les policiers ne peuvent plus prendre en charge ce que je viens de vous dire tout à l'heure, ce qui a été dicté par la loi 89-18, c'est-à-dire que la police judiciaire ne peut plus prendre en charge la nourriture des interpellés dont en garde à vue, ni d'accepter la nourriture de leur famille, parce que ça peut risquer, on ne sait jamais, ça peut leur causer une intoxication, etc. Ça pose vraiment des problèmes. Aussi, la garde à vue ordinaire, on sait très bien qu'il est de 48 heures, prolongé du 24 heures. Il peut donc atteindre, avec la nouvelle loi, jusqu'à 72 heures pour des actes d'atteinte à la sécurité intérieure et extérieure de l'État. On peut dire aussi qu'il est de 96 heures renouvelable une fois dans les affaires du terrorisme. Ça, c'est des éléments qui vont être ajoutés. Il est de 76 heures aussi renouvelable deux fois, dans le cadre des projets qui touchent tout ce qui est sécurité de l'État, etc. Après, il y a le projet de loi, il prévoit une obligation de motiver la décision de la prolongation de cette durée de garde à vue. Il faut la justifier. Il ne faut pas la faire comme ça anarchiquement. Les registres de la garde à vue aussi actuellement, ils sont faits sur papier. Après, avec la nouvelle procédure pénale, ils seront consignés d'une manière informatique et consultable au niveau national. Ça, c'est parmi l'importance, il y a beaucoup de choses. L'importance de cette avancée réside dans la facilité du contrôle de ces registres aussi, à partir de l'ordinateur de son bureau. Aussi, il sera donc impossible, si vous voulez, de tripoter ou de déchirer une feuille. Comme s'il est enregistré sur ordinateur dans le système, ça va être vraiment... Ça, ces éléments-là étaient présentés par M. Hichem Bilali, c'est le responsable de la direction des affaires et des grâces du ministère de la Justice. Il y a beaucoup de choses à rajouter aussi, et c'est en résumé ce qu'on peut dire sur les éléments apportés concernant la garde. Le statut de la personne qui est censée représenter la personne dont on a vu, l'avocat. L'avocat. Par exemple, qu'est-ce qui est prévu à ce niveau? Il y a des nouveautés vraiment concernant les droits des avocats. On verra que le nouveau projet de loi de la procédure pénale, la préférence de l'avocat ou bien la présence d'un avocat lors de l'interpellation en dehors du garde à vue, il est mentionné par rapport aux conditions des mineurs, des handicaps, et ça c'est déjà prévu. L'avocat aussi a le droit de visite à une personne en garde à vue. Cependant, il a fallu, en attendant déjà qu'elle entre en vigueur, il a fallu l'autorisation du parquet pour qu'il puisse être présent avec l'interpellé. Le projet, il a supprimé cette autorisation réclamée aux avocats. Le droit des visites démarre dès la première heure de la garde à vue. Plus besoin de... Non, il n'a plus besoin d'avoir une autorisation du procureur pour qu'il puisse assister à un interpellé, etc. Dès la première heure de la garde à vue, l'avocat peut être présent. Ça, c'est vraiment un élargissement du pouvoir de l'avocat. Vous avez évoqué tout à l'heure un outil très innovateur en procédure pénale au Maroc, le bracelet électronique. Ah oui. Qu'est-ce qu'il veut faire là? Qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de faire? On n'est pas en train de regarder un film, mais certes, l'entrée du bracelet électronique dans la législation marocaine, c'est une autre nouveauté, si vous voulez. Le port du bracelet électronique, il va faire son entrée, c'est-à-dire, outre ce bracelet qui figure également le pointage au commissariat, ça va venir, la privatisation du passeport, la fermeture des frontières, etc. Tous ces éléments-là, autant de possibilités parmi les 18 qui sont annoncés dans le code dans le projet de loi. La procédure pénale qui accorde au juge de l'instruction dans ce cadre le contrôle judiciaire. De même, si vous voulez, dans la loi en vigueur, le procureur général du roi n'a pas le droit de poursuivre, si vous voulez, une personne en état de liberté. Il
n'a que deux choix, soit la poursuite en détention ou bien le transfert devant le juge d'instruction. Avec le projet, il disposera de la poursuite ou bien de la possibilité de poursuite une personne avec la privée de la liberté aussi. Si même il est privé de liberté ensuite, il prévoit l'obligation de notifier la décision de tous les cas de placement en détention préventive. L'admission ou bien en cas de mise en détention ne sera pas justifiée. Et devra faire l'objet d'une justification par texte. C'est-à-dire que l'avocat, dans ce cas-là, il aura une copie de texte. Et c'est parmi aussi les nouveautés qui ont été apportées par le nouveau projet. Aujourd'hui, l'avocat peut avoir une copie du dossier, du document, sans avoir l'autorisation du juge d'instruction, ce qui est actuellement en vigueur. C'est-à-dire qu'un avocat jette un coup d'œil sur le dossier de la personne interpellée, etc. Et il faut l'autorisation d'abord du juge d'instruction. Il peut y accéder directement. Oula, c'est assez intéressant jusqu'ici. On va juste rappeler à tous qui nous suivent, que ce soit ici en présentiel ou alors en ligne, de ne pas hésiter à mentionner des questions. On passe de l'autre côté. On a vu les personnes qui sont potentiellement inculpables. On a vu le cas des avocats. Au niveau donc de la police judiciaire, qui est censée accompagner finalement et en même temps qui est garante aussi du respect des libertés que vous êtes en train d'essayer d'énumérer, comment est-ce que leurs prérogatives ont été vues dans la loi, dans le projet de loi? Concernant le contrôle des prérogatives de la police judiciaire, lors de débats sur la réforme de justice, une question avait dominé les esprits. Cette police doit-elle dépendre du ministère de la Justice ou bien conserver administrativement sa dualité avec la Direction générale de la Sécurité nationale et de la gendarmerie? Tout en dépensant, ou plutôt en dépendant des autorités judiciaires. On était arrivé à la conclusion que, sur le plan pratique, il était difficile que le ministère de la Justice prenne en charge la totalité de la police judiciaire, ce qui concerne l'achat des armes, la tenue, la formation, etc. Alors le principe de la dualité est donc resté au niveau de la police judiciaire. Par ailleurs, l'autorité judiciaire procède à la notation des officiers. Ce document qui était envoyé à la gendarmerie et à la Direction générale de la Sécurité nationale, mais qui n'a vraiment pas la valeur, ou bien il n'était pas pris en considération. C'est-à-dire ce document qui est envoyé par l'autorité judiciaire à la Direction nationale, à la Direction générale de la Sécurité nationale et à la gendarmerie pour noter le travail des officiers de la police judiciaire n'avait pas vraiment une grande considération. Mais le projet de loi compte remédier à cette lacune. Désormais, le nouveau texte prévoit l'obligation de ces deux administrations de prendre en compte les notations du parquet général. Celle-ci doit servir dans la promotion, la mutation ou dans l'esprit disciplinaire des éléments de la police judiciaire. Toujours dans le cadre du contrôle judiciaire selon le code de la procédure pénale, les critères de notation sont fixés par voie réglementaire. Ça, ce qu'on peut dire. Aussi, la police judiciaire concernant la prévention de la torture. Cette question, il pose vraiment il a fait beaucoup d'encre. Alors, la police judiciaire sera dans l'obligation d'effectuer une expertise médicale sur les interpellés en cas de maladie ou de signes de violence. Le dossier médical doit également accompagner le PV au procès. C'est-à-dire, aujourd'hui, si les interpellés demandent d'être consultés par un médecin, l'officier de la police judiciaire a l'obligation de se soumettre. Ça, c'est parmi les nouveautés aussi qui vont être apportées par le nouveau projet de loi. Donc, tout ce qui est notation, la performance de la police judiciaire, ça, c'est une innovation. Normalement, c'est le parquet général qui avait le monopole de notation des officiers de la police judiciaire et que cette notation elle a été envoyée à la Direction générale de la Sécurité nationale et à la gendarmerie.
mais si vous voulez, il n'avait pas vraiment la valeur nécessaire, il n'était pas vraiment pris en considération. Aujourd'hui, pour remédier à cet élément-là, pour trouver une solution à ça, pour que la notation du parquet général soit prise en considération, surtout dans la promotion, etc., pour l'avancement et pour même dans les mesures disciplinaires contre, ça peut arriver, quoi. Dans la police judiciaire, on peut trouver des anomalies, ça change. Alors dans ce cas-là, ces notations-là, il avait vraiment le monopole, il avait vraiment le pouvoir disciplinaire à l'encontre plutôt de la police judiciaire. Et c'est intéressant que vous ayez précisé les dispositions relatives à tout ce qui est torture, parce que quand on parle de police judiciaire, éventuellement, on veut se rassurer qu'il y a le moins de risques d'arriver à ce niveau-là. Je vais vous demander un peu, peut-être ça n'a pas peut-être fait l'objet de dispositions, mais certainement comment, parce que c'est tout de même important, c'est-à-dire la question relative à tout ce qui est infraction non intentionnelle, etc. Comment est-ce que c'est appréhendé du prisme de tout ce qui concerne les infractions intentionnelles et non intentionnelles sont traitées par le code pénal, parce que quand on parle des catégories des infractions, etc., c'est la compétence du code pénal. Mais c'est pas grave, on peut en parler vite fait. Ce que je vous ai dit ce matin, on ne peut pas passer, je crois, au vote de la procédure pénale sans passer par le code pénal lui-même. Parce que lui aussi, il est en élaboration aujourd'hui, on attend qu'il voit le jour. Il y a toujours des difficultés à le faire passer, mais il traite aussi les infractions intentionnelles, etc. Sauf que ce qu'on doit comprendre, c'est que le nouveau projet de loi du code pénal, il porte vraiment des éléments très importants, dans la mesure où il a élargi le rôle du procureur du roi, ou bien du ministère public en général. On verra ça parce que c'est pas qu'on a fait des copier-coller d'autres législations, mais vraiment l'insertion de la remédiation ou bien de la conciliation dans le code pénal, ça va aider vraiment à dégorger les tribunaux de beaucoup de choses. Absolument. Très bien. Est-ce qu'on prend des questions? Déjà, il y en a, pas encore. Dans la salle, en commentaire, on a le bonheur d'avoir le professeur et également nos étudiants. Est-ce que un commentaire, une question jusqu'ici? Pas encore. Alors, je reprends une question et peut-être on revient pour les observations et les questions. Du point de vue donc, de tout ce qui a été élaboré, est-ce que vous pouvez dire qu'aujourd'hui, avec ce projet de loi qui tarde toujours à être adopté, en tout cas pour les raisons que vous avez évoquées tout à l'heure, est-ce qu'on peut dire que ce projet de loi, à la lumière des discours de Sa Majesté, à la lumière des conventions internationales que le Maroc a ratifiées, à la lumière de la Constitution de 2011, est-ce qu'on a atteint ici un standard qui permet de dire que, en termes d'équilibre entre protection et préservation des libertés individuelles, mais en même temps la nécessité d'assurer une certaine protection pour la collectivité, est-ce que ce projet de loi, il est en phase avec ce qui est bien ou alors il y a... Certes, il est vraiment à la hauteur, surtout si on l'accompagne avec le projet de loi du code pénal aussi. Il ne faut pas négliger ce qui porte contre les lignes. J'ai dit qu'il comporte au moins 400 articles. Alors imaginons, il a fait face à plusieurs éléments et avant déjà de passer au vote de la dernière version, après la loi de 2201 aujourd'hui, il a eu plusieurs modifications, certes, plusieurs éléments, sans oublier que ça va vraiment aider et ça va faire avancer les choses au niveau de la justice surtout. Quand on parle de projet de loi de la procédure pénale, c'est pas seulement une institution qui va être bien faite, et on parle de ministère public, avant même on parle de la police judiciaire, on parle de l'institution du ministère public, on parle du juge d'instruction, du juge du jugement. Vous voyez que c'est un cursus, une procédure pénale.
On ne va pas faire cours de définir qu'est-ce que c'est la procédure pénale, etc. Mais ce n'est pas seulement cette procédure, elle va essayer vraiment de faire face à plusieurs problèmes qui ont été soulevés au passé par les lacunes qui ont été portées dans les anciennes lois, etc. On verra une loi vraiment complète. Absolument. En tout cas, c'est fantastique. Juste une dernière question. Le Covid a frappé et des décisions ont été prises pour que une partie de la procédure se fasse, n'est-ce pas, en distance ou alors par des canaux numériques. Voilà. Est-ce que cette loi avait déjà plus ou moins anticipé sur tout ce qui est notamment infraction des crimes commis en ligne, par exemple, et les méthodes d'examen, les enquêtes, à peu près? Est-ce que sur le droit pénal, mais ça fait partie de ce qui porte aujourd'hui le nouveau projet de loi du Code pénal. C'est la criminalité informatique ou bien les crimes au niveau du numérique. Aujourd'hui, on essaie de définir le numérique en général. Alors, tout ce qui touche l'appareil informatique. Alors, le Code pénal essaie aujourd'hui de faire face à ce nouveau fléau qui est la criminalité via l'informatique. Ça, c'est vraiment parmi les éléments qui vont être vraiment introduits dans ce sens. Donc, on essaye de suivre ce qui se passe au niveau international. Donc, le Maroc est ouvert, il a signé plusieurs conventions dans ce sens. Alors, on va essayer de les intégrer dans nos origines. Fantastique, fantastique. Des questions de la part de l'audience? Non, pas encore. Un commentaire? Vous avez des commentaires? Très bien. Je pense qu'en guise de synthèse, on est tout simplement, je dirais, pour nous qui avons le bonheur d'étudier le droit, on est content à chaque fois que le pays dans lequel on est, le Maroc, essaie de s'arriver aux standards internationaux, parce que finalement, c'est ce qui nous garantit à nous que nos droits seront respectés, y compris si éventuellement on se retrouve dans des situations compromettantes et complexes. Docteur Laroal, un premier ouvrage, certainement qu'on recommande à tous et à toutes. Très bien, mais avant de vous donner la parole pour un mot de conclusion, on va passer la parole pour une question dans l'audience. Allez-y. Bonjour. Je vous félicite d'abord pour ce ouvrage. Merci beaucoup. Alors, ce qu'on peut peut-être faire, c'est aller, prenez on va vous donner un micro. Bonjour. Bonjour. Bonjour, cher professeur. Ilyes Ban, étudiant en droit des affaires, président. Bienvenue. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je vous félicite pour le travail que vous avez fait. Merci, monsieur. Je demande, concernant le dernier point que vous avez évoqué de la cybercriminalité, le fait de prévoir le passage vers le numérique, il y aura une phase transitoire. Comment ce nouveau projet de loi prévoit l'accompagnement de la société à faire d'assuration en termes de vigilance, en termes de sécurisation? C'est pas difficile à répondre. Vous devez être au courant que le Maroc aujourd'hui a instauré l'institution de protection des données personnelles dans la direction qui se trouve sous les ondes de la direction générale de la direction nationale de la sécurité, la DGSN, je préfère. Dans la DGSN, alors cette institution-là, elle essaie de collaborer et de mettre en œuvre et d'essayer de coupler ces réformes qui ont été apportées par le Code pénal et le projet Code pénal, le projet Code de la procédure pénale, pour essayer de mettre en œuvre toute une politique pour lutter contre la cybercriminalité ou bien la crime via le numérique. En attendant, aujourd'hui, le Maroc, il a fait la passation au numérique. On trouvera que vraiment il y a plusieurs institutions aujourd'hui qui travaillent avec le numérique, certes, même au niveau judiciaire aussi. Vous êtes au courant, on parle aujourd'hui du tribunal numérique, etc. Surtout aujourd'hui avec le Covid, on voit qu'il y en a des jugements qui ont été rendus en ligne. Alors, pour faire face, en attendant pas seulement le vote du nouveau code de procédure pénale, ni le vote du projet de code pénal aussi, mais même en attendant des éléments qui font face et qui font référence au droit numérique.
pour avoir, si vous voulez, une législation ou bien un arsenal juridique complet, en attendant qu'il voit le jour Inch'Allah. Merci de votre question. Une autre question, bien sûr. Il est là, le micro. Bonjour monsieur, Bonjour. tout d'abord je tenais à vous féliciter et j'aimerais vous demander qu'est-ce que la rédaction de cet ouvrage vous a apporté au niveau personnel et si vous avez rencontré des difficultés au niveau de la rédaction ou de l'édition de votre ouvrage. Merci. Merci pour votre question. Vous avez touché un point sensible. Certes que c'est pas facile, c'est une question d'écrire, certes, on est des juristes, mais face à un ouvrage, on ne sait jamais ce qu'on écrit, on ne sait jamais si on a fait des erreurs ou non. Mais ce que je dis à tous mes étudiants et aux juristes en général, ça c'est nos anciens professeurs et nos amis, au moment de l'écriture, il faut toujours suivre les étapes qui ont été consacrées par une loi. C'est-à-dire, moi, personnel, je vais pas m'inventer, je ne vais pas apporter des idées qui viennent de mon imagination, mais je fais une lecture d'une loi qui existe déjà. Certes, comme je viens de dire au début de la séance, on ne trouve pas le code de procédure pénale en français. Le premier obstacle que j'ai rencontré, c'est la langue. Déjà, il fallait faire un effort. Je suis devant une loi qui n'est pas traduite, devant des traductions qui sont non officielles et je ne sais pas s'ils sont conformes ou non. Je suis obligé de faire plusieurs lectures, demander plusieurs avis à d'autres personnes du domaine pour avoir une idée générale. C'est vrai que du point de vue pratique, j'ai des connaissances qui m'ont vraiment donné plusieurs idées que j'ai développées, mais ça c'est côté pratique. Ce qui intéresse les étudiants et les praticiens, c'est la lecture de la loi et comment elle est vue par les praticiens. Alors on est obligé d'aller voir le juge d'instruction, parler au parquet pour qu'il nous donne une idée de leur interprétation du texte. C'est à partir de là qu'on a eu une idée qu'on a essayé de la mettre en œuvre. Merci beaucoup. Another question. Très bien. Donc, j'étais te disant tout à l'heure que c'est sans doute votre premier chef-d'œuvre, académique ou scientifique en tout cas, fortement recommandé, qu'on peut retrouver dans des librairies à Marrakech. Oui, c'est vrai qu'il a été édité par les librairies d'Al-Salam à Rabat, mais ils l'ont distribué sur tout le territoire marocain, en France aussi, mais à Tanger par exemple, il est à la librairie Momo, je crois, au centre-ville, c'est à côté de la cour d'appel. Ici à Marrakech, il est à la librairie El Ma'rifa, librairie El Jazira, c'est à côté de la fac de droit. Et il y en a partout dans d'autres villes au Maroc. Fantastique. Fantastique. Donc, une première édition, et sans doute, Inch'Allah, d'autres éditions qui vont suivre. On vous souhaite tout le meilleur, absolument. Merci beaucoup. Et on va laisser la parole à M. Bruce pour le mot de clôture. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Avant de donner, on va nous dire, le mot de remerciement, je souhaiterais que l'on puisse applaudir très fort pour Dr Lawal. Ces applaudissements, vous allez également les renouveler pour M. Jonathan qui a su poser des questions pertinentes et animer cette cérémonie. S'il vous plaît. Alors, donc, nous sommes arrivés au terme de la présentation de cet ouvrage. On espère que ça ne va pas être le dernier ouvrage, rassurez-nous, M. Lawal. Inch'Allah, la deuxième édition, et pourquoi pas d'autres ouvrages aussi dans le domaine du droit pénal, même si c'est votre spécialité, et pourquoi pas dans notre domaine connexe. En tout cas, j'exprime ici tout le plaisir, n'est-ce pas, d'avoir pu assister à cette cérémonie. Et c'est une manière vraiment officielle d'honorer
les personnes qui contribuent à la formation des étudiants. Parce que pour former des étudiants, il faut qu'il y ait, comme on va le dire, des professeurs, ce sont eux qui tracent la voie. Et aujourd'hui, par l'ouvrage, par la publication de son ouvrage, M. Laroal apporte sa contribution et apporte des éclairages sur un domaine, on va le dire, assez difficile et surtout très technique. Au niveau du Maroc, on va le constater, il y a très peu d'écrits en matière du droit des affaires en général et combien de fois sur la procédure pénale. La plupart des écrits, comme il a eu à le dire, sont en arabe et c'est en cela que l'ouvrage de monsieur du docteur Laroal présente un des intérêts, c'est que pour, par exemple, un public non arabisant, n'est-ce pas, il aura ici les clés pour comprendre, n'est-ce pas, les rouages de la procédure pénale ici au niveau du Maroc. Il a également su apporter des éclairages sur les innovations qui ont été introduites, n'est-ce pas, par la nouvelle loi, ou du moins sur le projet, d'accord, dans un contexte de réforme du droit des affaires au Maroc, parce que même le code de procédure pénale, l'ancien code, on va le dire, subira un toilettage afin qu'il soit conforme aujourd'hui aux préoccupations du Maroc, face notamment à une criminalité qui prend d'autres proportions. Aujourd'hui, il y a des problèmes de terrorisme. Se pose la question de la protection, que ce soit de ces terroristes-là, de leurs droits, parce que même les criminels, ils ont droit, on va le dire, ils ont le droit à un avocat. Donc, la préservation des droits des parties sera sans doute l'un des enjeux majeurs, avec l'idée qu'on doit trouver, comme il l'a dit, un équilibre entre, bien sûr, la loi, mais surtout la protection des droits des parties, en reconfortant le rôle de l'avocat, en réconfortant la séparation des pouvoirs entre le pouvoir judiciaire et, on va dire, le pouvoir administratif au sens propre du terme. Et donc, M. Laroal, vraiment félicitations et on vous souhaite bonne continuation pour la suite. Le dernier mot concerne la clinique juridique. La semaine prochaine, nous aurons des activités qui vont démarrer. La clinique juridique va donc présenter sa feuille de route et la formation des étudiants nécessite l'aspect pratique. Et dans le cadre de la clinique juridique, nous les professeurs, nous accompagnons les étudiants comment on va le dire, à acquérir les outils dont ils auront besoin pour faciliter leur employabilité, n'est-ce pas? Mais c'est aussi pour favoriser l'accès à la justice. Donc, restez connectés via les réseaux sociaux et la semaine prochaine, nous aurons donc une activité ici sur le campus. Vous serez informés de la nature de cette activité. Mais sur ce mot, je vous dis encore merci d'avoir pu suivre cette cérémonie. Merci à ceux qui l'ont suivi en ligne et merci surtout au département de la communication de notre chère université privée de Marrakech et merci à vous tous.